غايدنا نستوي التليفون سريد متر صالح دبوز يدنا سي ثمولث الجزائر avec nous maître Salah Debous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, maître, vous avez subi une arrestation ce matin, justement les alentours de Bab Zouar. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait tenir une réunion avec des partenaires de la société civile dans le cadre d'une activité que nous animons depuis à peu près 2 mois, en réaction à l'armada de textes de loi que le pouvoir en place est en train de nous imposer, et pour expliquer ça à l'opinion publique, qu'elle soit nationale ou internationale. Et donc, on devait se réunir dans un endroit privé qui est la maison des syndicats. C'est le siège de la SEGATA, de la SNAPAP et de la ADDH. Et donc, à 3-4 mètres de l'entrée de la maison des syndicats, des policiers nous ont encerclés, une dizaine de policiers nous ont encerclés, moi avec 7 autres militants, et ils nous ont embarqués et nous ont emmenés au commissariat de Bab Zouar, dans le quartier Jorf de Bab Zouar. Donc, pour nous empêcher de tenir cette réunion tout à fait réglementaire et dans un cadre privé. On n'a pas demandé une autorisation pour nous réunir dans un endroit public. On est au sein du siège de la Ligue, de la SEGATA et de la SNAPAP. Ouais. Que vous reprochez? Donc, on a trouvé d'abord, il faut que je vous signale qu'on a trouvé un dispositif impressionnant d'hommes de sécurité en civil et en tenue. Je vous assure que je ne pensais pas du tout que ce dispositif était là pour nous. Je l'ai vu, j'ai marché quelque chose comme 100 mètres en regardant ce dispositif impressionnant, et j'avais vraiment l'impression, je pensais réellement qu'il s'agissait d'une affaire criminelle. Je pensais qu'il y avait peut-être un criminel dangereux, un terroriste aux alentours qui sont sur le point d'arrêter. Et je me suis dit, bon, ce dispositif ne peut s'expliquer dans ma tête. Ça doit concerner une affaire de sécurité de très haut. Alors, au moment où je devais entrer à la maison du syndicat et que j'ai vu des gens civils qui ont tenu m'encercler avec des regards vraiment qui m'ont fait peur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je me suis retrouvé à l'intérieur du commissariat. On nous a empêchés d'utiliser nos portables. On l'a utilisé, je vais dire, c'est-à-dire malgré eux. Il y avait beaucoup de nervosité. J'étais moi-même dans tous mes états, j'étais très énervé. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Justement, que vous reproche-t-il après cette arrestation, puisque vous êtes passé au commissariat justement de police? Comment? Que vous reproche-t-il justement? Pourquoi cette arrestation? D'abord, premièrement, ils nous ont rien dit. Ils nous ont emmenés à la première heure, ils nous ont rien dit. Ils nous ont juste mis au bout d'un couloir. Ils nous ont empêchés d'appeler. Moi personnellement, il y avait un agent qui a essayé de me provoquer pour me pousser vers la violence. Je suis resté calme, mais j'étais très très énervé. Et à la limite, parfois il me touchait pour provoquer que peut-être je l'insulte ou que je le pousse ou que je le frappe. Et puis il y avait un autre agent qui filmait ça. Donc j'ai compris que c'était la provocation pour me coller peut-être quelque chose à l'intérieur du commissariat. Et j'ai dit à cet agent que c'est ridicule ce que tu es en train de faire. C'est vraiment ridicule, parce que si on t'a demandé de m'empêcher de me réunir, là je vois que tu es en train de te comporter comme si j'étais un ennemi. Et ça n'explique pas que des policiers prennent... d'accord, on peut à la limite comprendre qu'ils sont instrumentés comme moyen de répression par le pouvoir. Mais de là à voir des agents de police se comporter envers nous comme si on était des ennemis, ça m'a vraiment choqué. Ensuite, sous le tas, le groupe avait décidé de tenir la réunion d'une façon symbolique à l'intérieur du commissariat. Ils ont essayé de nous empêcher en nous séparant en 2 groupes. On a énergiquement réagi, donc on a tenu à rester en un seul groupe au bout d'un couloir et à tenir
notre réunion qui est symboliquement pour prendre un certain nombre de décisions, notamment de reporter la réunion qui devait avoir lieu à la maison des syndicats. Et donc, les 6, on s'est réunis pendant presque 3/4 d'heure. On a pris un certain nombre de décisions. Je suis en train de rédiger le rapport de réunion pour le PV de réunion pour le publier. On va le publier dans un petit moment sur nos pages Facebook. Et ensuite, il y a des agents, il y a un commissaire qui est venu pour nous dire, écoutez, vous devez tenir une réunion que le Wali avait interdit. D'abord, premièrement, le Wali ne peut pas interdire une réunion qui doit se tenir, une réunion qui se tient dans un endroit privé. Autrement dit, j'ai dit à des journalistes, à ce rythme, demain, je vais être obligé de demander l'autorisation à ce Wali pour que je puisse me réunir avec ma femme chez moi. Si on va avec ce rythme, c'est vraiment ridicule. Ensuite, on n'a pas été notifié de quoi que ce soit. Et puis, même ce commissaire, quand il nous a dit ça verbalement, il n'a pas pu nous remettre cette décision. Donc, c'est très très grave. Nous savons que le régime en place ne respecte même pas les lois qu'il nous impose, qui ne sont pas justes. Et de là à maintenant, c'est-à-dire violer les droits de réunion d'un groupe en privé, alors c'est vraiment très très grave, et ça annonce la phase prochaine avec cette nouvelle, ce cirque. Moi j'ai qualifié ceux qui sont en train de faire d'amendement de la Constitution de cirque. Donc il est clair et net que la phase à venir, c'est une phase de répression totale et sans pitié. Voilà. Et comment ils savaient comme quoi que vous êtes préparé à cette réunion justement, du moment qu'ils sont dépêchés pour l'interdire? Puisque ça fait 2 mois qu'on travaille sur ce programme, et puisque on a commencé à 2 associations, on en est à plus de 15. Et donc aujourd'hui, il devait y avoir beaucoup plus, il devait y avoir même certains partis politiques de l'opposition qui ont donné leur accord. Et donc, puisque vous savez très bien que toutes les organisations sont infiltrées, il y a certainement des gens qui étaient avec nous, mais qui ont transmis peut-être l'information pour dire que ce mouvement il prend de l'ampleur de semaine en semaine. Donc, j'imagine que le pouvoir a été pris de panique. Et donc, il n'a pas trouvé mieux que d'interdire une réunion vraiment d'une façon ridicule, je dirais. Et ça a fait un effet inverse, c'est-à-dire que ça nous aide maintenant à communiquer beaucoup mieux et à faire savoir ce qu'on fait beaucoup mieux. On n'aurait pas espéré une pub plus que celle-là. Voilà, et vous confirmez que vous avez déclaré que vous avez porté plainte contre la police qui vous a arrêté. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai déclaré à l'intérieur du commissariat aux agents qui sont venus me provoquer. Je leur ai dit, sachez que vous êtes en infraction à la loi. Vous êtes en infraction à la loi, pas moi. Je les ai informés qu'il y a un article du Code pénal, l'article 107, qui interdit à tout fonctionnaire de toucher à la liberté des citoyens, et je les ai informés en même temps que demain matin je dépose plainte auprès du parquet de l'Harrach pour atteinte à ma liberté par des agents de police que malheureusement on n'a pas pu identifier parce qu'ils ne portent même pas de numéro sur leur uniforme en violation de la loi. C'est-à-dire que tout le monde sait que les agents de sécurité doivent être identifiables. Soit ils présentent une carte, soit ils ont un matricule, de sorte que quand ils ont un citoyen a affaire à un agent de sécurité, qu'ils puissent l'identifier. Si jamais il y a une violation à la loi, il peut porter plainte et identifier cet agent de police. Donc aucun élément de police à l'intérieur du commissariat, même la personne qu'on nous a dit que c'était un commissaire, il ne s'est même pas présenté à nous. Il est venu, c'est un monsieur d'un certain âge. Ce sont les agents qui nous ont dit que c'était le commissaire, mais nous, on ne le sait pas. Il ne s'est même pas présenté. Et il est venu nous dire des ordres et il est reparti
Et donc, tous les gens qui se sont adressés à nous n'étaient pas identifiables. Et du coup, moi, j'ai dit que je vais porter plainte demain devant le commissariat de police. J'ai des camarades en Europe qui m'ont proposé de porter plainte devant les instances internationales. J'ai donné mon accord de principe, bien sûr, et puis on va toucher des organisations. Déjà, j'ai touché le Frontline Defenders, qui est une ONG qui s'occupe de défendre les défenseurs des droits de l'homme, et d'autres organisations certainement dans quelques jours, parce qu'aujourd'hui je suis très fatigué, je viens juste d'arriver chez moi. Ouais. Et le groupe qui était avec moi, les 5 autres personnes qui étaient avec moi, ils m'ont dit que on va aussi porter plainte de la même manière que toi, c'est-à-dire ils vont tous porter plainte, je pense, demain. Ou bon, moi ça sera demain, eux ça sera peut-être demain ou après-demain, devant le parquet d'Al Harrach pour atteinte à notre liberté. D'accord, maître, le Parlement algérien s'apprête à examiner le projet de révision de la Constitution. Quelle lecture, justement, pourriez-vous nous faire sur ce sujet, du moment qu'il s'apprête à examiner ce projet? Alors, je pense que le pouvoir, qu'est-ce qu'a fait le pouvoir? Il a pris une constitution qui déjà, la constitution qui est en vigueur maintenant, on a beaucoup de réserves concernant certains principes fondamentaux qui sont comme le principe de la séparation entre les pouvoirs, qui n'est pas du tout respecté dans la Constitution. Les questions comme au lieu de mettre dans la Constitution de belles phrases qui disent que la Constitution garantit certains droits comme le droit à la grève, le droit à la liberté, etc. Nous, on a toujours contesté cette façon, mais on a toujours demandé et exigé que la Constitution contienne des mécanismes, plutôt que de belles phrases, des mécanismes qui permettent à n'importe quel citoyen de faire fonctionner ces mécanismes-là pour protéger ses droits et libertés. À ce moment-là, le pouvoir ne trouve pas mieux que d'ajouter d'autres dispositions qui n'ont, à mon sens, aucune raison. C'est-à-dire, c'est vraiment du bourrage, c'est carrément du bourrage. Il y a même certains articles qui sont rédigés d'une façon ridicule, je dirais, parce qu'une constitution ne renvoie pas à d'autres lois, une constitution décrète des principes. Et il est tout à fait clair que les lois qui doivent ensuite être promulguées doivent être promulguées selon les principes constitutionnels et non pas contre les principes constitutionnels. On n'a pas besoin de mettre dans la Constitution que certaines lois doivent préciser ce principe. C'est vraiment, je trouve ça ridicule. Et puis, vous avez des dispositions qui parfois me font rire, comme celui de dire que 50 députés de l'opposition peuvent saisir le Conseil constitutionnel. C'est une disposition, je dirais, vraiment comique, parce que pourquoi vous devez préciser que les 50 députés qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel doivent être de l'opposition? L'opposition n'est pas définie dans la Constitution. L'opposition, c'est une position politique qui peut changer d'un jour à l'autre. Il suffit de dire 50 députés peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Les 50 députés peuvent être de n'importe quel parti politique ou de n'importe quelle position par rapport au pouvoir. Donc, je pense que cette Constitution vient juste pour un peu donner une vitrine par rapport aux gouvernements occidentaux, pour justifier, voilà, on respecte les droits de l'homme et on respecte les minorités, l'opposition, etc. Mais la réalité, c'est autrement, c'est autre chose. Donc, je pense que la façon dont elle a été rédigée, ce texte, et la façon dont ils sont en train de la faire passer dans le Parlement, tout ça, il faut, parce que tout simplement, il y a même des mensonges. J'ai entendu le président de la chambre haute, le Sénat, Abdelkader Ben Saleh, dire à la radio que la Constitution, les députés n'ont pas le droit de la discuter, mais ils ont le droit d'accepter ou de rejeter ce texte parce qu'ils doivent se comporter comme ils se comportent envers une loi organique.
Or, dans les lois organiques, les députés ont le droit de discuter et même d'apporter des amendements. Donc c'est de la tricherie et c'est du mensonge parce que les ordonnances, la législation, quand le président légifère par ordonnance et qu'il publie l'ordonnance au journal officiel en dehors de session de Parlement, et c'est parce que l'ordonnance est déjà publiée que le Parlement ne peut pas le discuter. Quand il entre en session, il peut l'accepter ou la rejeter. Mais une loi organique, encore une constitution, les députés, s'ils ne la discutent pas, alors pourquoi on leur donne le statut de député? S'ils sont là pour dire oui ou non, eh ben, il vaut mieux promulguer la constitution par ordonnance. Okay, pourquoi par loi et pourquoi convoquer l'Assemblée pour ça? Donc vous voyez que tout ça est faux et ça ne fait qu'encore faire perdre la confiance. Le peu de confiance qui existe pour moi, c'est tout à fait... je n'ai aucune confiance à ce pouvoir, mais il y a certaines couches sociales qui avaient un peu... qui gardent une certaine confiance envers ce pouvoir. Mais je pense que de telles démarches élargissent le gouffre et perdent la confiance, enfin ils font perdre la confiance, le peu de confiance qui reste envers ce pouvoir. D'accord, maître, donc vous constatez qu'il y a un vide juridique dans la Constitution, la nouvelle Constitution. Il y a juste une avant-dernière question par rapport à l'article 51. Qu'est-ce qui prévoit justement la loi dans cet article? Dis-moi que c'est l'article dont on parle beaucoup par rapport à la diaspora qui vit ici en France, par rapport aux binationaux. Qu'est-ce qui prévoit la loi par rapport à l'article 51? Alors cet article 51, il dit que pour certaines fonctions, hautes fonctions de l'État, notamment certainement, commençons par la fonction de président de la République, et il dit d'autres fonctions que la loi va déterminer après, que des Algériens qui non seulement sont binationaux, mais qui avaient, même s'ils ont fait le choix d'abandonner leur nationalité étrangère, et à un moment donné, c'est-à-dire que les Algériens qui étaient d'une nationalité étrangère ou qui le sont toujours, en plus de leur nationalité algérienne d'origine, ils n'ont pas droit à certaines fonctions. Alors pour cet article-là, moi je dis une seule chose à ce pouvoir. Je lui dis, quand tu as besoin, parce que tu ne sais pas faire un championnat de football respectable et que tu as besoin de joueurs, tu ramènes des binationalités et du binationaux et tu cries sur tous les toits que ce sont des Algériens à part entière. Mais quand il s'agit de responsabilités, dans des responsabilités politiques très importantes, tu te rappelles que si jamais il avait une nationalité étrangère, il n'a pas droit à ces fonctions. Alors, pour moi, ça s'appelle de l'hypocrisie, tout simplement. Dernière question par rapport... Oui, maître, je vous ai bien entendu. Donc, la dernière question, vous êtes l'avocat du détenu politique Mouzabit, en l'occurrence, docteur Kamaldine Fakhar. Pourquoi, justement, ce statu quo par rapport au pouvoir, à sa situation? Il est toujours arrêté au jour d'aujourd'hui. Alors, écoutez, pour Kamaldine Fakhar, je l'ai vu mercredi passé, ils l'ont transféré à Mnéa. Alors, je dois vous informer je n'ai pas droit, tant que l'instruction n'est pas close, je n'ai pas droit de parler de l'instruction, mais je peux quand même vous donner un certain nombre d'informations que je pense sont utiles. Alors, la dernière fois, quand le juge d'instruction l'a entendu, il l'a entendu pour la deuxième fois, il y a ça une dizaine de jours, Kamaldine Fakhar m'avait demandé de verser certains documents électroniques. Donc il s'agit de certaines vidéos. Dans ces vidéos, il y a une vidéo de Ouihia qui déclare 2 jours après l'arrestation de Kamaldine Fakhar être au courant de certains individus qui percevaient des sommes de 50 000 dinars par jour pour alimenter les émeutes de Ghadaya. Donc on a versé cette vidéo
et on a demandé au juge d'instruction de convoquer M. Yahya pour nous informer de qui sont ces gens et d'où est-ce qu'ils reçoivent cet argent, de quel ils parlent de pays étrangers, donc de quel pays étranger ils reçoivent de cet argent, et on attend la réponse de monsieur le juge d'instruction. Voilà, donc Frère Kemeldine entre-temps a énergiquement contesté les conditions dans lesquelles il était incarcéré dans la prison de Gherdaya. Il étouffe, c'est des cellules où les détenus partagent une carrelage et une lit. Donc c'est vraiment inhumain. Et donc il est obligé de respirer la fumée des fumeurs qui logent avec lui. Il y en a beaucoup, je pense. Et donc il a peur pour sa santé. Aussi que Sofranem Qasim est interdit, est isolé dans une cellule à Mnéa. Il est interdit de communiquer avec les autres détenus. Donc, il conteste cette position énergiquement. Même chose pour Hajjaj Sabdin, qui toujours n'a pas droit à une visite médicale et qui voit sa vue baisser, mais les autorités pénitentiaires ne réagissent pas du tout. Ils n'ont pas l'air inquiétés et peut-être qu'ils préfèrent le voir aveugle. Et Krouchi Nourdine aussi, il est dans des conditions de détention qu'il conteste parce que lui aussi, il dit que sa détention a été prolongée, mais aucune procédure n'a été faite par le juge d'instruction depuis la prolongation de sa détention jusqu'à ce qu'il décide de transférer son dossier au procureur général pour qu'il soit poursuivi devant le tribunal criminel, que le procureur lui-même avait contesté ce transfert, et l'a contesté devant la chambre d'accusation pour dire que ce travail n'a pas été fait en respect de la loi. Il y a certaines procédures qui n'ont pas été faites. Donc je pense que ces détenus contestent la légèreté avec laquelle les gens qui sont chargés de leur dossier se comportent, et aussi du fait que l'instruction soit faite d'une façon expéditive. D'accord. Et ça nous démontre que ce sont des instructions politiques que la justice est chargée d'appliquer et de cadrer juridiquement, chose que je trouve scandaleuse. Merci beaucoup, maître Salah Debbouze. Je rappelle que vous étiez relâché. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Merci beaucoup.